Pour mémoire, donc l'équipe en Dordogne, nous n'avons qu'une seule équipe ELSA. Alors, je suis à la deuxième diapo. Christophe. Ça vous va? Tout le monde voit la de suivre à Nivelles, parfait. Formation CMP de l'ASCO. Voilà, c'est celle-là. Donc, nous avons une seule équipe ELSA qui dépend de Vauclair et nous avons ensuite des conventions avec les différents centres hospitaliers du territoire. Et donc, c'est pour ça qu'elle est relativement étoffée, on va dire, puisqu'aujourd'hui, nous avons 6 infirmiers, un médecin, une sage-femme pas tout à fait à temps plein. La sage-femme, nous l'avons depuis à peu près 4 ans. Et donc, nous essaimons un petit peu sur ce vaste territoire de la Dordogne, donc un département vaste, puisqu'on est le 3e, sans compter la Guyane, le 3e département français après la Gironde et les Landes, et surtout un département très rural, puisque vous voyez que les 2 villes principales sont quand même relativement modestes, évidemment par rapport à Bordeaux, et surtout ça dégringole très vite. Ce qui fait que pour nous, évidemment, en tant qu'une seule équipe, alors Montpont est en plus à la limite entre Gironde et Dordogne, donc finalement c'est sur Périgueux que nous axons notre développement territorial. Là, je vous montre une petite carte pour voir un petit peu les spécificités donc à nouveau du territoire, et surtout les endroits sur la carte correspondent aux lieux où nous intervenons directement en tant qu'ELSA. Donc vous avez les 4 centres hospitaliers importants qui sont, outre Vauclair en psychiatrie, les centres hospitaliers généraux de Périgueux, Bergerac et Sarlat. Ensuite s'ajoutent ces petits hôpitaux locaux, dont 2 avec lesquels nous avons une convention de sevrage simple en alcool, donc Exideuil et Belvès. C'est là où il y a les petites bouteilles barrées sur l'écran, en sachant que ce sont donc des équipes que nous avons formées à faire des sevrages, et l'équipe ELSA y intervient toutes les semaines. Donc nous passons, si vous le voulez bien, à la 5e diapo. Alors pourquoi on a eu cette idée a émergé en 2016, lorsqu'un peu par hasard, dans une commission médicale d'établissement, j'apprends qu'il y avait un appel à projet de l'ARS pour développer la téléconsultation et la télésanté en centre hospitalier spécialisé. Et il se trouve que nous, à l'époque, on avait des objectifs que nous voulions atteindre, mais sans avoir particulièrement pensé à la télésanté. C'était une nécessité d'optimiser le temps, notamment évidemment les allers-retours entre les différents lieux du département, garder, maintenir et donner de la souplesse à l'équipe au niveau des interventions, et puis surtout améliorer le délai de réponse médicale, puisque effectivement les infirmiers n'avaient pas trop de mal à se déplacer et à répondre relativement rapidement à la demande. Ça devenait un peu plus compliqué lorsqu'il fallait l'avis du médecin de l'ELSA, et donc là on repartait sur le cas classique des consultations, etc., avec le délai d'attente. Donc, du coup, je me suis particulièrement intéressé à cette proposition de l'ARS, et étant donné qu'on travaille en psychiatrie, c'était un peu compliqué. Alors, on passe à la diapo 6. On sait assez vite un petit peu, c'était un peu compliqué de parler de téléconsultation en psychiatrie, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de difficultés à persuader, à intéresser les gens. Il y avait tous ces freins, ces a priori de la part des soignants qui étaient ce colloque que nous connaissions avec le patient, ce contact direct, comment fait-on pour suivre le regard. Enfin, ce qui m'a beaucoup étonné, parce qu'on est un siècle après le début du cinéma, et les gens qui me disaient ça sont des gens qui, à mon avis, ont tous pleuré devant la mort de la maman de Bambi au cinéma. Ils ont ressenti des émotions, etc. Et visiblement, c'était compliqué en ce qui concerne le soin. Il y avait en Dordogne, clairement, on était très en retard sur la technique, à la fois la technique liée à notre hôpital, qui est très éclatée sur le département, comme vous l'avez vu, et puis des réseaux 3G, 4G, Wi-Fi, machin truc, pas très fiables en 2016. Et avec tout ça, une grande peur du changement, tel qu'on aurait pu finalement la vivre en addicto, celle que nous connaissons bien. Et donc, ça a été un travail finalement un petit peu de longue haleine, d'essayer de persuader, avec beaucoup d'échecs. J'avoue que j'ai beaucoup appris en informatique. Ça ne se voit pas aujourd'hui parce que je n'ai pas été capable de vous donner une image, donc ça c'est cocasse. Mais voilà, trouver le bon matos, le logiciel, les VPN, les bandes passantes, enfin bon. À chaque fois, c'était extrêmement compliqué, des hôpitaux différents, avec des méthodes différentes, des cultures différentes.
Et donc, on a passé quelques moments cocasses à ce qu'on m'explique ce qu'étaient toutes ces petites choses que je ne connaissais évidemment pas. Et pourtant, moi, j'avais une idée toute simple. C'était s'appuyer sur la consultation ELSA, de l'infirmière. Parce que vraiment, ELSA, je pense que c'est la consultation pivot. Et l'idée, c'était vraiment, finalement, de me rajouter à ces consultations lorsqu'il y en avait besoin, sans avoir besoin de me déplacer, et pour vraiment participer de cette souplesse que nous aimons dans ce genre d'équipe. C'était aussi vraiment de nous accorder avec le fait que l'équipe est réellement territoriale, donc nous ne voulions pas laisser d'endroit de Dordogne sans consultation ELSA. Et puis surtout, c'était aussi le moyen, il nous semblait, d'améliorer l'interaction entre l'équipe ELSA et nos partenaires hospitaliers. Parce que c'est beaucoup plus simple, par exemple dans un service, d'avoir en même temps dans la chambre l'infirmier ELSA, éventuellement l'interne du service et le patient, qu'avec les systèmes de consultation qui sont décalés de 8 ou 15 jours. Donc il a fallu pas mal d'efforts pour arriver à cette chose très simple, qui est que finalement, une séance de téléconsultation, c'est jamais en tout cas tel que nous l'avons mise en place, c'est jamais qu'un infirmier et un patient dans un lieu A qui communiquent par un écran avec un médecin dans un lieu B. Alors aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous paraît évident. À l'époque, c'était un petit peu curieux, difficile. Donc, on a changé souvent de système. Et aujourd'hui, nous utilisons Teams ou Rainbow, qui sont sur notre territoire, ce qui nous permet d'être le plus souple possible. Donc, on fait la consultation, c'est-à-dire clairement, l'infirmier donne des rendez-vous avec lui ou avec elle au patient. Et ensuite, il décide lui-même finalement du moment, parce que je m'arrange pour que sur le planning, il y ait quasiment tous les jours 1 heure de libre pour pouvoir gérer les consultations à distance. C'est l'infirmier qui met les consultations à sa convenance sur mon planning. Et au moment voulu, on s'appelle par Rainbow Teams. Donc finalement, c'est une consultation dans laquelle je me rajoute à la consultation infirmière. Et une fois que je disparais de l'écran, l'infirmier reste avec le patient pour s'assurer évidemment qu'il est satisfait de l'entretien, qu'on a pu répondre à toutes ses questions, qu'il a pu exprimer tout ce qu'il avait à dire, et puis éventuellement pour organiser un prochain rendez-vous, soit en visuel, soit en présentiel ou en virtuel. Alors, à qui nous avons adressé ces consultations? Il faut savoir qu'à l'époque, nous tablions, et c'est toujours le cas aujourd'hui, sur à peu près 5% des consultations ELSA par an. C'était un peu notre projet. J'avoue qu'on est resté un peu là, ça n'a pas décollé plus que ça. L'idée, c'était de pouvoir donner un avis médical sur les traitements qui sont déjà en cours ou à venir, éventuellement aider l'infirmier et le patient à établir une orientation pour le suivi postérieur. Le cas échéant, aider au diagnostic, addiction, pas addiction, mésusage, pas mésusage, voire comorbidité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup décollé, mais on est entre 20 et 25 séances par mois, donc à peu près 5 par semaine, ce qui représente, oui, entre 5 et 6% de notre activité ELSA. Alors actuellement, nous avons un peu repris du poil de la bête, on essaye d'augmenter sur le plan du département. Surtout depuis que j'ai ouvert un hôpital de jour, je m'en occupe un petit peu plus. J'ai une nouvelle collègue qui est sur l'ELSA et qui, du coup, a l'air moins rétive à la téléconsultation, et nous essayons de le développer dans d'autres secteurs de Dordogne. Donc, pour info, pour Christophe, je suis à la 12 maintenant. Donc, on voudrait étendre cette télésanté, cette téléconsultation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on bénéficie finalement d'un effet positif Covid. C'est-à-dire que la grande différence par rapport à 2016, 17, 18, c'est malheureusement ce qui nous arrive aujourd'hui. Et finalement, ce Covid a rendu naturel l'usage de l'image pour des tas de situations, les réunions, etc. Et ça paraît beaucoup plus simple. La technologie s'est développée, la Dordogne est un peu mieux dotée au niveau des réseaux. Et voilà, donc aujourd'hui, on travaille plutôt entre Périgueux, Sarlat, Brantôme et Montpont, 4 lieux. Donc très rapidement, nous allons l'étendre à Bergerac et Ribérac. Et peut-être, et là c'est en pourparler avec les hôpitaux locaux d'Excidé et de Belvès pour leur amener plus de soutien dans le cadre de leur sevrage réputé simple.
Enfin, la grande difficulté pour nous aujourd'hui, c'est les centres de détention, parce que ça demande encore plus de logistique auprès de l'administration. Et comme ce sont différents hôpitaux qui interviennent dans les unités de soins, il faut que tout le monde soit raccord, ce qui est loin d'être fait. Pourtant, c'est un lieu où ce serait vraiment hyper important d'avoir de la téléconsultation. Alors, diapo 13. Alors, en 2019, je vous ai ressorti une toute petite enquête qui n'a aucune prétention. C'était vraiment quelque chose que j'avais fait en interne pour savoir un petit peu où on en était. Et donc, nous avons fait une petite enquête auprès des patients sur, je pense, des patients qu'on a vus sur 3 à 4 mois, où systématiquement, nous leur demandions leur taux de satisfaction, qui était très, très fort, ce qui ne nous a pas étonné, parce que contrairement aux soignants, les patients, ça fait longtemps qu'ils étaient sur les écrans avec leur famille, etc. Donc, ils ont trouvé ça tout à fait normal. Mais ça m'a permis aussi de voir un peu ce que devenaient ces patients. Et donc, je vous ai mis à côté, on voyait sur les 62 patients, il n'y en a que 25% que j'ai ensuite revus en présentiel. C'est-à-dire que je n'ai pas pu définir par écran interposé vraiment les indications. Parmi ces 16, il y en avait quand même 11 qui avaient une comorbidité psychiatrique qui transparaissait mais qui n'était pas certaine. 7 patients mis sous TSO et 8 patients hospitalisés finalement pour un sevrage d'alcool. Alors, diapo 14. Alors, qu'est-ce que ça change aussi pour nous? Parce que, effectivement, on a vu que c'était relativement, finalement, assez naturel pour les patients. Ça a été moins a priori pour les soignants. Alors, je ne peux pas vous donner vraiment de certitude, d'affirmation. Je n'ai pas fait d'études là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est un petit peu notre expérience. Finalement, je me rends compte que la difficulté au départ, c'est d'oublier la technique. C'est vraiment d'essayer d'être le plus naturel possible. Et donc, il faut vraiment avoir un système le plus sûr possible, et pas comme aujourd'hui, pour pouvoir, évidemment, programmer les consultations et être sûr que ça va fonctionner. Le système que nous on a mis en place, il est vraiment basé sur le lien IDE-médecin, très important. Actuellement, moi, je consulte en téléconsultation exclusivement avec les infirmiers de l'ELSA et avec 1 ou 2 infirmiers en CMP avec qui j'ai l'habitude de travailler régulièrement. Parce qu'effectivement, ça demande une sécurité, ne serait-ce quand on fait une ordonnance, qu'on envoie par mail, etc. Il faut vraiment être sûr de la personne qui gère les choses à distance. Alors, c'est vrai qu'en faisant ça, j'ai un peu pensé à Piaget, même si je suis conscient que c'est un petit peu extrapolé, mais c'est vraiment quand même une adaptation où il a fallu que je me modifie pour ne serait-ce que dans la perception, dans l'intérêt que je portais à telle ou telle partie du discours du patient, à son attitude, etc. Et puis, finalement, c'est aussi une modification de l'expérience elle-même. C'est pour ça que j'ai pensé à Piaget entre l'accommodation et l'assimilation. Et pareil, les outils de l'entretien motivationnel que nous connaissons bien ont été très aidants, notamment la recontextualisation et la reformulation, qui permettent, quand on est tout seul derrière un écran, de rester en contact étroit avec le patient, c'est-à-dire vraiment à ne pas être attiré l'attention par d'autres choses qui se passent dans la pièce dans laquelle on est. Et donc, ça m'a été très aidant. Diapo numéro 15, on a bientôt fini, je vous rassure. Finalement, il s'agit aussi de rentrer en empathie, alors sous une autre modalité, même si, je le répète, je crois qu'on est tous un petit peu nés avec l'image et on est capable de ressentir les choses. Moi, j'ai eu le sentiment que ça m'obligeait aussi à être plus conscient de moi-même dans la relation. Je ne sais pas si c'est exactement ce que je dis, si c'est la réalité, mais en tout cas, c'est un sentiment. J'ai tendance à plus m'oublier quand je suis dans la relation directe. Avec l'écran, je fais cet effort d'observer ce qui se passe un petit peu. Et je me dis toujours que ce que je ressens doit ressembler un petit peu à ce que ressent l'autre. Et ça me permet de garder ce contact empathique, même s'il y a un écran. Par ailleurs, et là, moi j'insiste là-dessus, il faut vraiment avoir un petit peu de matériel adapté. Ça ne coûte pas cher, mais avoir une bonne caméra. Parce que c'est très important de voir le patient dans sa globalité, pas juste le visage, même si du coup on verrait mieux le regard, mais je crois que c'est très important de s'entraîner à regarder les postures, la gestuelle, la direction du regard, notamment quand le patient regarde l'infirmier un peu comme s'il appelait au secours, quand il n'arrive pas peut-être à répondre à une question ou à s'exprimer comme il le souhaiterait. Comment il occupe l'espace, ça nous dit énormément sur la situation de ces patients. Donc, ça a été quelque chose
d'assez intéressant pour nous. C'est vrai que j'aimerais bien l'étendre un petit peu plus sans toutefois le remplacer, parce que je voudrais juste souligner quand même que ça a des limites. Et en pensant aux limites, j'ai pensé à ce grand penseur Mathulan qui malheureusement nous a quittés début mai. Et évidemment, le système ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut donner. Donc je crois que c'est à nous de l'utiliser. C'est un outil, ça peut se rajouter. J'avoue que depuis quelques temps, depuis le Covid, j'ai quelques patients que j'avais en thérapie comportementale et cognitive avec lesquels j'utilise le système et là, ils sont tout seuls chez eux. Mais bon, c'est des patients que je connais qui sont dans un processus qui est déjà mis en place et plutôt jeune, donc chez qui ça marche assez bien. Donc voilà, la diapo 17, je vous remercie pour l'attention et du coup, je reste totalement disponible pour vos questions et réflexions. Bien, merci beaucoup Anivelle Ramos pour cette présentation très claire et tout à fait d'actualité et qui, du coup, comme on a démarré avant que j'ai pu faire la présentation, hein, donc le docteur Anivelle Ramos est addictologue à Périgueux où il était responsable de l'activité de liaison. Maintenant, il développe un hôpital de jour, donc il nous reparlera sans doute à une autre occasion. Et je veux dire que le territoire de Dordogne a toujours été, pour ce qui est de la dictologie, un modèle pour le reste de l'Aquitaine, puisque ce sont les premiers à avoir mis en place une équipe médicale et paramédicale unique pour l'ensemble du dispositif sanitaire public. Donc ça, c'est vraiment une originalité importante enfin, qui se met en place sur d'autres départements, mais qui avait été mis en place en Dordogne il y a de très nombreuses années. Oui, disons que c'est gentil, Marc, mais c'est vrai qu'on a un peu bénéficié du vide. Oui, Oui, c'est vrai qu'on l'a pensé d'un seul coup, mais c'est vrai qu'on arrivait vraiment les premiers, donc on a pris la place en gros. exactement. Et du coup, ça a permis de mettre en place quelque chose d'assez rationnel. Et on le voit avec cet exemple d'activité de liaison et d'avoir pensé, du fait du problème de territoire à couvrir, comment faire autrement que passer son temps dans les transports et d'utiliser la technologie un petit peu avant que tout le monde l'utilise. Alors, avec le Covid, il y a eu cette révolution où on s'y est tous mis, mais c'est vraiment important. Et donc, c'est ouvert à la discussion.